Bienvenue à cette conférence. Donc, je suis Katia Bradke, je suis coach agile à SmartView et à ce titre, j'ai souvent l'occasion de faciliter des ateliers, des rétrospectives et différents types de réunions. Et je vais partager avec vous quelques retours d'expérience sur le management visuel. Hop. Alors, le management visuel, ça repose sur le langage visuel. Donc, le langage visuel, c'est quelque chose qui est assez ancien, puisque on peut penser aux Indiens qui communiquaient avec des signaux de fumée. Hein. On peut sûrement remonter avant. Moi, je n'ai pas fait une histoire complète sur le sujet. Mais en tout cas, les représentations graphiques ont toujours eu beaucoup de succès parce que ça permet de rendre des concepts et des informations plus faciles, plus rapides à mémoriser, à comprendre. Et ça les rend également plus accessibles, pas seulement en termes de compréhension, mais également ça permet de partager plus largement les informations dès lors qu'elles sont visibles. J'aime bien par exemple cette illustration, cette représentation visuelle d'un processus Scrum. En un coup d'œil, on voit tout de suite de quoi il s'agit, ça remplace des explications un petit peu longues. Alors ça repose sur le management visuel, mais c'est également hérité du Lean. Donc le Lean, concrètement, c'est Toyota dans les années 50 qui a inventé dans ses usines un management qui donnait beaucoup d'autonomie aux ouvriers sur la chaîne de montage. Et pour que ces ouvriers puissent justement s'auto-organiser, il a inventé, entre autres choses, les tableaux Kanban qu'on utilise aujourd'hui assez largement. Alors justement, ça va être notre première catégorie. Si on regarde aujourd'hui, on peut distinguer 3 familles d'applications du management visuel. Première famille, on représente une activité à un moment T, donc on prend une photo et puis ça nous montre où on en est. Et si on met ces instantanés bout à bout, ça va nous permettre de visualiser le flux de production. Donc c'est plutôt intéressant. Et vous connaissez ça alors soit sous forme de tableau physique, soit vous utilisez des outils comme Jira, Trello, Tulip, etc. Deuxième famille d'utilisation. Là, on ne prend plus la photo de l'existant. On se projette plutôt dans le futur, donc on essaie de construire une vision produit, une roadmap, etc. Donc là, c'est le type d'activité que vont souvent faire, entre autres, les product owners. Notamment, ils vont faire du story mapping. Et enfin, troisième, avec des outils comme Feature Map ou Stories on Board. Et enfin, troisième type d'application, c'est la vaste famille des processus collaboratifs. Donc là, il y a beaucoup de choses, des ateliers, des réunions, etc., des rétrospectives. Et là, le management visuel va être utile, soit parce que vous préparez un support pour les échanges. Donc là, ça va apporter beaucoup de valeur parce que ça va permettre de focaliser les échanges plutôt que de partir dans tous les sens. Et puis, la deuxième, donc par exemple, avec des canvas, des parcours visuels de toutes sortes. Voilà, par exemple, nous, à SmartView, on a fait beaucoup de formations distancielles depuis les confinements. Et sur tous nos ateliers, on a toujours des canvas qui nous permettent d'avoir en un coup d'œil, de voir de quoi il s'agit. Donc là, c'est par exemple un petit outil pour démarrer une formation. Et puis le deuxième type d'utilisation, c'est pendant les échanges, on capture les échanges, donc on matérialise de façon concrète, visuelle, ce qui se dit. Donc là, ça va être très intéressant parce que ça va permettre d'accélérer la compréhension mutuelle, les prises de décision. Voilà, je vais en profiter, je vais faire un petit sondage exprès, je vais profiter que vous êtes nombreux. Parmi ces 3 familles, ah oui, si, quand même, avant... Et il y a également des outils numériques, mais typiquement, il y a pas mal d'outils numériques. Il y a notamment, juste pour en situer quelques-uns que vous connaissez sûrement, Mural, Miro, Klaxoon, Draft.io, etc. et Metro Retro. Et puis, il y en a plein d'autres. Voilà. Donc, je vais en profiter, je vais faire un petit sondage express, puisque vous êtes nombreux. Parmi ces 3 familles d'utilisation du management visuel, si vous avez l'occasion d'en pratiquer une régulièrement, je vous propose de lever un bras. Si vous en pratiquez 2,
le deuxième bras. Et puis comme vous n'avez que 2 bras, a priori, si vous pratiquez des 3, ben, vous agitez les bras. Déjà, ça vous fera faire un petit peu de gym. Et puis ça donnera Ah oui, quand même, ça remue pas mal. OK. Donc j'ai vu quand même beaucoup de mains levées et beaucoup de mains qui remuaient. Donc du coup, c'est intéressant parce que ça montre que vous n'êtes pas venu là par hasard. Et puis, comme en 20 minutes, on ne va pas pouvoir couvrir tous les sujets, si vous avez envie de continuer à échanger, vous êtes bienvenus pour venir à la fin de la conf. Ça sera avec un grand plaisir. Alors du coup, on va quand même attaquer le sujet. Donc, est-ce que le fait de rendre les informations concrètes, visibles, c'est une sorte de baguette magique? Alors, en théorie, plutôt oui. Plutôt oui, parce que on dit parfois une image égale 1000 mots, et ça illustre bien la force de la pensée visuelle. Et c'est vrai que si on met cette puissance à côté de l'excellent retour sur investissement, à savoir vous avez un coût de mise en œuvre, une complexité de mise en œuvre qui est proche de 0, avec des bénéfices immédiats qui sont assez frappants. Du coup, ça a fait de cet outil un outil qui est central dans les démarches agiles, donc ce n'est pas par hasard. Également, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui a un pouvoir de clarification extrêmement fort. Comme il est très simple, très épuré, ça oblige, quand on s'exprime sous une forme visuelle, ça oblige à faire un focus sur l'essentiel. On est obligé d'aller à l'os, si je puis dire. Et du coup, ça va souvent agir comme un révélateur. Donc ça, c'est aussi un effet qui est assez intéressant. C'est une des raisons pour lesquelles ça va être un accélérateur. Mais il y a une autre raison, c'est que ça active une intelligence un peu plus intuitive. Et typiquement, alors plus intuitive et plus immédiate, et typiquement des acteurs qui sont parfois éloignés les uns des autres s'ils s'expriment de façon verbale, par leur vocabulaire, par tout un ensemble de représentations, vont pouvoir se comprendre de façon très, très immédiate avec le management visuel. Et puis, ça décadre, c'est fun, donc ça participe aussi à l'efficience. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal d'éléments pour dire, oui, plutôt une baguette magique. Maintenant, je vous propose de regarder avec quelques cas d'usage ce que ça donne sur le terrain. Alors, premier exemple, les réunions de partage d'échange. Je ne suis pas sûre que vos réunions de partage d'échange ressemblent tout à ça. Voilà, peut-être que c'est plus comme ça, mais en tout cas, l'idée, c'est la même, c'est d'arriver à trouver une synergie, en tout cas à créer cette synergie. Donc, que vous utilisiez du PowerPoint, du mural ou autre, le fait de matérialiser l'information va la rendre beaucoup plus compréhensible et ça va permettre aussi d'engager de façon très puissante les participants. Je vais essayer de rester à la même hauteur. Par contre, là où il y a une limite, elle va venir en fait de l'organisation. Vous pouvez avoir des organisations qui vont soit, par exemple, avoir une structure très silotée, ou avoir un management très directif, ou encore il va y avoir beaucoup de divergences, de jeux d'acteurs. Et en fait, le management visuel ne va pas à lui tout seul valider les objectifs, maîtriser le cadre, le temps, et créer les conditions pour tirer le meilleur parti du management visuel, et ça peut même être contre-productif. Alors si on suppose qu'on a un contexte organisationnel, culturel qui est suffisamment bon pour se recourir à du management visuel, il y a encore le moyen de se prendre les pieds dans le tapis, malgré tout. Oui, effectivement, l'outil visuel ne résout pas les problèmes de l'organisation. Notamment, alors, ça sera soit des écueils ou des anti-patterns. Donc, les anti-patterns, c'est quelque chose qu'on croit être une bonne pratique et en réalité qui est vraiment une fausse bonne idée et qui va vous amener, qui va être en fait une pratique inadaptée.
Premier exemple, c'est le piège de la gadgetisation. Alors, le piège de la gadgetisation, c'est vrai qu'on a vu, je vais être un petit peu provocatrice peut-être, mais on a vu fleurir beaucoup d'espaces de design thinking, de lab, etc., qui sont en général très, très joliment aménagés. Alors, ça peut être un outil et une ressource vraiment très intéressante, mais parfois, on se rend compte que le fait de disposer de ce type de ressources fait perdre de vue l'essentiel, à savoir le fait d'investir du temps à préparer les ateliers, à réfléchir à la pertinence des outils qui sont mobilisés. Donc en fait, il ne suffit pas d'avoir ce type d'espace pour avoir un atelier qui fonctionne. Et ça peut même être parfois surdimensionné. Donc attention à ce piège de la gadgetisation. Le deuxième écueil, c'est oublier la simplicité et en faire trop. Alors ça peut être un tableau numérique trop riche, trop de choses, trop d'icebreakers, trop d'activités, trop de participants. Voilà, c'est ce en tout cas, moi, je constate assez souvent. Alors ça, c'est un écueil qui est beaucoup plus embêtant. Déjà parce que ça va disperser l'énergie au lieu de créer du focus, qui est quand même le but du management visuel. Et le deuxième aspect, c'est que ça va donner deux messages subliminaux que je trouve particulièrement problématiques. Le premier message subliminal, ça revient à dire aux participants, on n'est pas tout à fait sûr que vous ayez de la matière intéressante à apporter. Et donc, on a rempli l'espace avec plein de trucs, plein d'activités. Voilà. Et ça, c'est quand même assez contre-productif. Le deuxième message subliminal, qui est quasiment aussi embêtant, c'est que ça positionne l'atelier comme un moment récréatif. Alors, j'ai rien contre le fait que ça soit sympa, au contraire, hein, c'est très très bien. Mais le but d'un atelier n'est pas de passer un moment récréatif, et l'animation ne vise pas à divertir. Étymologiquement, divertir, ça veut dire détourner d'eux. Et là encore, on tombe dans un travers, puisque le management visuel est censé nous aider à focaliser, et si on fait du divertissement, on va au contraire se détourner de ce sur quoi on souhaitait se focaliser. Donc, oui, bah du coup j'ai oublié. Voilà, ça je trouve que c'est un petit outil intéressant. C'est une modélisation qui représente bien en fait ce que je viens de partager avec vous. D'une façon générale, plus vous allez utiliser des outils moyens d'autorité, donc la partie qui est tout à gauche, et moins ça laissera de place à l'équipe. Et donc si on veut que dans des ateliers de partage, d'échange, de co-construction, il y ait des choses qui se passent, c'est-à-dire que les participants ont des vrais moments d'échange et qu'il y a des rebonds créatifs, etc. Il faut qu'ils aient de la place pour ça. Et donc, ça nécessite justement d'avoir un dispositif le plus minimaliste possible et non pas le plus riche possible. Et je trouve cette représentation graphique assez visuelle, justement. Typiquement, moi, je fais des rétrospectives des ateliers depuis un certain nombre d'années. Et sauf besoin spécifique, j'essaie vraiment de prendre des choses très simples. Et par exemple, pour des rétrospectives, la plupart du temps, des choses très simples comme les plus, les moins, ou des variantes comme l'étoile de mer, ça marche extrêmement bien. Et ça laisse justement la place pour que les équipes puissent ça autorise les équipes à prendre de la valeur et ça leur laisse la place pour apporter des éléments qu'elles souhaitent partager. Donc là, ce qui va vous aider pour ne pas tomber dans ce genre de piège, c'est d'avoir un questionnement assez acide, assez corrosif sur OK, il y a tel dispositif qui peut être très sympa, tel outil, tel icebreaker, OK, pourquoi pas, mais dans quelle mesure il contribue réellement à mon objectif d'atelier. Voilà, donc soyez assez critique et vous devriez éviter ce type d'écueil. Deuxième cas d'usage, les ateliers de co-construction. Alors tout ce que je viens de dire est tout à fait valable pour ces ateliers.
Il y a juste une petite particularité qui est qu'on va peut-être plus chercher à produire quelque chose ensemble. Et donc, ça va nécessiter plus de convergence, plus de priorisation. Et là, le management visuel va effectivement beaucoup aider. Et dans les limites qui peuvent être liées à la culture de l'organisation, il peut y avoir le fait qu'assez souvent, dans les organisations, on pense qu'il suffit de sortir des post-it pour avoir un atelier ou d'avoir un bel espace pour avoir un atelier. Et il y a, on va dire, la dimension qu'un atelier est un dispositif global est souvent ignorée, alors qu'en réalité, vous avez effectivement l'avant, c'est-à-dire qu'il va se passer plein de choses. Vous avez beaucoup d'input à prendre en considération pour pouvoir projeter un atelier qui soit pertinent pour remplir son objectif. Bien sûr, il y a le pendant, ça c'est le plus évident. Donc pendant, vous allez avoir l'animation et toutes les surprises que l'humain ne manquera pas d'apporter. Et puis, vous avez également les suites de l'atelier, donc l'exploitation et le fait que vous allez peut-être vous inscrire dans un processus itératif. Donc en fait, cette limite culturelle, elle va souvent amener à confondre l'outil avec un outil quelconque avec le management visuel lui-même. Troisième cas d'usage, le suivi d'activités que vous connaissez tous, donc des tableaux Kanban, des boards de Scrum, des courbes de burn down. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que l'information clé est visible en un coup d'œil, donc c'est plutôt efficace. C'est partagé entre tous les membres de l'équipe. Et du coup, les membres de l'équipe sont vraiment mis en situation d'être acteurs. Ils ont du pouvoir d'action et grâce au management visuel, ils vont pouvoir s'auto-organiser. Ça va être extrêmement efficace pour le projet. Là encore, on peut avoir des limites selon l'organisation et la culture de l'entreprise et qui va pas manquer, par exemple, de réimporter ses défauts. Donc, typiquement, est-ce qu'on a assez de culture collaborative ? Si vous avez une culture très hiérarchique, ce qui risque de se passer, par exemple, sur vos daily Scrum meetings, devant un tableau, Scrum, c'est que, en fait, ça va se transformer en séance de reporting. Tous les équipiers vont se mettre un peu au rapport devant la figure d'autorité et vous perdez totalement la dimension d'échange, de synchronisation entre les membres de l'équipe, de dynamique d'équipe véritable. Deuxième type de limite qu'on va trouver assez souvent, c'est est-ce qu'il y a un rapport à la transparence suffisamment serein ? Par exemple, est-ce que les équipiers, si on propose de mettre en place un tableau Scrum, ont des suspicions de flicage ? Voilà. Typiquement, le problème ne vient pas de l'outil, mais il vient plutôt de l'historique de l'entreprise et de sa culture. Et puis, le dernier aspect qui va être intéressant à questionner, c'est est-ce qu'il y a un rapport à l'erreur qui est suffisamment serein, qui fait qu'on a des rétrospectives, par exemple, dignes de ce nom. Je vais faire un zoom juste après là-dessus, donc je reviendrai sur ce sujet. Et là encore, si sur ces aspects, on est plutôt bon, en tout cas suffisamment bon pour pouvoir envisager de recourir à des outils de management visuel. Il y a encore les moyens de se prendre les pieds dans le tapis. Premier écueil, c'est le fait de sous-estimer la puissance de l'outil visuel. Il arrive de temps en temps que des équipes considèrent que c'est un truc en plus, que c'est de la décor. Je dis des équipes ou des directions. Mais par exemple, au niveau d'une équipe, j'ai l'exemple d'une équipe qui communiquait beaucoup de façon active, passive. Ils étaient dans la même pièce, donc c'était avant les confinements. Et ils m'ont dit, mais regardez, en fait, on a vraiment une qualité de communication qui est quand même assez élevée. On a le sentiment d'être au courant de ce qu'il faut être au courant, et donc on n'a pas besoin d'un tableau de quelque chose qui nous permet de visualiser notre activité. Donc ils étaient très opposés au fait de mettre en place un tableau. Donc ils l'ont fait, et au bout d'un mois, quand on a fait le bilan, ils l'auraient lâché pour rien au monde.
Et typiquement, dans la rétrospective, ce qui est apparu, c'est le fait qu'ils ont, malgré qu'ils communiquaient beaucoup, le fait de voir les choses a vraiment eu un effet clarificateur très important. Notamment, ils avaient une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus focalisée des choses. Ils ont trouvé que ça dynamisait les échanges en termes d'esprit d'équipe et le fait de sentir qu'on est une vraie équipe. Et pourtant, ils se connaissaient très bien. C'était déjà presque une famille. Hein. Et malgré tout, le management visuel leur a énormément apporté. Voilà. Même moi, j'étais un petit peu surprise parce que c'était vraiment une équipe très soudée. Et je me suis dit, après tout, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que ça ne leur apportera pas grand-chose. Et finalement, voilà, j'avais une intuition plutôt bonne, mais j'ai été surprise que ça leur apporte autant. Donc, c'est dire la force du management visuel. Effectivement, la visibilité sur les incidents, le fait qu'on est plus réactif en cas d'urgence, forcément, puisque l'équipe est beaucoup plus autonome. Deuxième écueil, le fait de surestimer la puissance de l'outil et puis de ce fait négliger les rituels, les processus. Alors c'est typiquement, OK, on a un outil, mais c'est peut-être pas la peine de perdre du temps à faire des daily Scrum meetings. Ou alors, on veut bien en faire, mais 1 par semaine. Voilà. Donc, bon, en général, les équipes se rendent compte assez vite qu'elles ont des trous dans la raquette, des loupés, même si elles communiquent bien par ailleurs. Et donc, ça, c'est un écueil qui est rapidement résolu. Troisième écueil que j'ai pu rencontrer, c'est oublier la simplicité. Tout vouloir faire rentrer dans un board. Alors, ce qui est un petit peu antinomique, puisque l'idée du management visuel, c'est justement d'avoir quelque chose de très épuré et qu'en un coup d'œil, on voit l'essentiel. Donc, si on commence à tout faire rentrer dedans, et voilà, on prend plutôt le chemin contraire. Voilà, du coup, je ne sais plus où j'en suis, mais hop. Oui, voilà, il y avait effectivement cette illustration d'un processus d'amélioration. Donc là, en fait, c'est une équipe qui a fait beaucoup de chemin en assez peu de temps. Donc on voit que leur processus de travail était, ça se ressent un petit peu, mais un peu désorganisé. Et également que leur management visuel était pas très lisible. Et assez rapidement, parce qu'ils ont fait des rétrospectives qui étaient fonctionnelles, hein, dignes de ce nom, ils sont arrivés à quelque chose de très lisible sur un strict plan visuel, et on sent également beaucoup plus de maîtrise de leur processus de production. Donc ça, c'est juste pour vous illustrer que quel que soit le niveau d'où vous partez en termes de management visuel, si vous avez des rétrospectives, en tout cas un processus d'amélioration réel, vous allez rapidement vous améliorer. Donc ce n'est pas grave du tout de partir de quelque chose qui est assez foutraque et peu fonctionnel. Voilà, mais ça nous amène du coup à la conclusion. C'est déjà fini quasiment. Donc alors, est-ce que c'est une baguette magique ? Oui, dans une certaine mesure, parce qu'il y a un effet transformatif du management visuel qui est vraiment puissant, qui est réel et puissant. Quand je parle d'effet transformatif, c'est l'effet transformatif sur la culture, sur l'organisation. Ça va vraiment aider la culture de l'entreprise à aller vers des choses plus simples, plus immédiates, plus épurées, moins tarabiscotées, moins inutilement complexifiées. Mais quand même, comme une vraie baguette magique, si vous prenez une vraie baguette magique et vous la posez sur la table, il ne se passe rien. Donc il faut quand même qu'il y ait des magiciens. Mais ça fait partie de la baguette magique. Hein. Alors c'est qui les magiciens ? Ça va être très variable. Ça va être finalement tous ceux qui vont insuffler de l'intelligence dans la démarche de management visuel. Ça peut être les équipiers qui vont être devant le tableau Scrum et qui vont exercer leur œil critique, ou en rétrospective qui vont apporter des idées d'amélioration du tableau. Ça peut être le Scrum Master qui offre de la guidance. Ça peut être un coach, ça peut être le Product Owner. Enfin, ça peut être tous ceux qui mettent leur intelligence à contribution pour mieux se comprendre, travailler plus efficacement. Et on pourrait dire, du coup, alors est-ce que c'est une baguette magique ? Oui, à condition que... Enfin oui, il y a un vrai effet transformatif, mais il y a quand même une condition, c'est qu'il y a un minimum
de contexte favorable. Donc si les vents sont trop contraires, votre baguette magique, elle ne marche pas. Donc on pourrait dire que c'est une petite baguette magique. Si on voulait apporter une réponse un petit peu précise, ça va être très contextuel. Donc en fait, c'est comme les démarches agiles en réalité. C'est à la fois très simple, mais ce qui va apporter de la complexité, ça va être l'humain, l'organisation, comme toujours. C'est pas miraculeux. Ça ne va pas être facile, il va falloir faire des efforts, et il va même falloir du courage. Mais par contre, si on a du courage, de l'intelligence collective, ça va par exemple se matérialiser par le fait de s'autoriser à douter, à critiquer, à accueillir la critique et à l'encourager, et on va avoir une vraie baguette magique en main. Donc, finalement, même si vous partez de conditions qui ne sont pas forcément favorables, elle va vous aider, en tout cas, à prendre conscience de ses limites et éventuellement à les faire bouger. Voilà, donc comme toujours, l'humain est à la fois le problème et la solution. Voilà, sur cette conclusion, je vous remercie de votre attention. Et puis, si vous avez envie de venir échanger, etc., je serai très contente d'échanger avec vous. Et n'oubliez pas de faire un petit feedback parce que c'est très utile pour les orgas de l'Agile Tour et pour moi également. Merci à vous.